la guerre commerciale s'intensifie très, très rapidement. Comment le marché réagit-il? Eh bien, voici un exemple de la façon dont ces guerres commerciales, on ne peut jamais vraiment prédire comment elles vont se dérouler parce qu'il y a tellement de variables. Ce que nous devons comprendre, c'est que la chaîne d'approvisionnement mondiale est très complexe. Eh bien, sûr, vous pouvez casser quelque chose là-bas et vous pouvez deviner comment cela va impacter quelque chose ici, ou les effets d'entraînement si vous voulez, mais c'est une pure supposition et c'est un exemple parfait. Et j'ai dit depuis le tout début qu'en tant que politique économique, je pense que ces tarifs sont terribles. En tant qu'outil de négociation, je pense qu'ils sont fantastiques. Mais malheureusement, même en tant qu'outil de négociation, cela crée beaucoup d'incertitudes sur le marché. Maintenant, vous pourriez être le plus grand fan de Trump, des tarifs et de Doge, et c'est super, c'est fantastique. Mais vous ne pouvez pas ignorer la réalité de ce que sont ces tarifs. Les tarifs sont, même si vous pensez qu'à moyen ou long terme, ils seront un bénéfice net en ce qui concerne le retour de la fabrication aux États-Unis, l'augmentation des salaires, la réduction de notre dépendance à la Chine, etc., etc. C'est super pour le long terme si cela se réalise. J'ai une opinion différente, mais nous devons comprendre ce qui se passe à court terme. Et peut-être plus important encore, ce n'est pas ce que vous pensez, c'est ce que pense le marché. Et il est évident ce que pense le marché à propos de ces tarifs. Eh bien, regardons cela. Le fabricant de Jack Daniels affirme que le Canada retire les États-Unis de la production d'alcool, retiré des étagères. Donc, c'est l'une de ses conséquences, peut-être inattendues, des effets d'entraînement que je n'aurais pas anticipés. Ça, ce n'était pas sur ma carte de bingo. Donc, ce qui se passe ici, c'est que les États-Unis annoncent des tarifs. Et je ne dis pas que ces tarifs ne sont pas justifiés ou que cela va mettre cela de côté pour le moment. C'est juste ce que c'est en ce moment. Parlons de ce qui se passe. Ce n'est pas à propos du monde que nous voulons. Il s'agit d'analyser le monde tel qu'il est. Donc ça, ce n'était pas sur la carte de bingo de George Gammon où Trump annonce des tarifs. Et tout d'un coup, ça énerve tous ces magasins canadiens, disons, et ils sont littéralement prêts à encaisser un coup à leurs bénéfices juste pour faire un doigt d'honneur à Trump. C'est ce qui se passe ici. Alors ils disent, d'accord, Trump, tu veux faire ça, va te faire voir. Nous sommes prêts à retirer tous ces produits qui sont fabriqués aux États-Unis. Les étagères, pas parce que nous devons payer un tarif dessus ou non. Pensez à ça. Les tarifs de Trump concernent les importations, pas les exportations vers le Canada. Donc, ce n'est pas comme s'ils avaient des raisons de ne pas vendre Jack Daniels ou d'autres alcools américains, à part juste leur faire un doigt d'honneur, n'est-ce pas? Ils font juste ça en réponse. Et encore une fois, cela impacte probablement négativement leurs bénéfices parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui veulent spécifiquement du Jack Daniels. Et vous pouvez voir ici sur ce panneau, en réponse aux tarifs américains, les tarifs sur les biens canadiens, les produits fabriqués aux États-Unis ne sont plus disponibles. C'est fini. À la recherche d'une alternative, demandez à notre équipe à propos de notre vaste gamme de produits fabriqués en Ontario et au Canada. Donc, je suis sûr qu'il y aura beaucoup de gens qui diront non, je ne veux pas de whisky fabriqué en Ontario. Je vais aller ailleurs où je vais boire de la tequila ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est définitivement pas un vente arrière. Ou le producteur qui fait ça, il se rassemble simplement collectivement. Et encore une fois, je ne dis pas qu'ils ont raison ou tort, mais il est évident ce qu'ils font ici, et c'est quelque chose auquel nous devons maintenant réfléchir. Et ce n'est pas à propos de cette instance isolée. Ce n'est pas la raison pour laquelle j'en parle dans la vidéo. La raison pour laquelle j'en parle, c'est pour que nous comprenions tous qu'à l'avenir, nous ne savons pas comment cela va se dérouler. Comme tu espères que ça se passe comme ça, mais on ne sait pas. À la fin de la journée, il n'y a pas de certitude, il n'y a que des probabilités. Et nous devrions nous attendre à ce que, si ces tarifs se concrétisent, il y aura des choses que nous ne nous attendions pas à voir se produire. Cela va se concrétiser. C'est un peu différent de 2018 parce qu'on ne parle pas d'un tarif de 1% ou 2% sur l'acier ou quoi que ce soit d'autre. Quand tu parles simplement d'un tarif de 25%, encore une fois, en supposant que c'est ce qu'ils vont mettre en place, c'est là que les producteurs ne peuvent pas l'absorber parce que leurs marges ne sont tout simplement pas si grandes. Et aussi, je pense que c'est beaucoup plus politisé, c'est beaucoup plus visible et ouvert, et cela crée un certain retour négatif, disons.
Pas que, encore une fois, je ne dis pas que nous ne devrions pas le faire parce que les magasins de liqueurs canadiens prennent le show de Jack Daniels. Je dis juste qu'à l'avenir, nous devons comprendre qu'il va y avoir beaucoup de choses, des choses se produisent qui ne sont pas sur notre carte de bingo. En ce moment, en supposant que ces choses se concrétisent. Maintenant, même s'ils ne le font pas, il y a tellement de choses aller et venir et tu ne sais pas ce qui se passe. Et nous allons y entrer dans un instant. Cela va perturber les marchés si cela continue. Encore une fois, tu pourrais penser que les tarifs sont la meilleure chose depuis le pain tranché, mais à la fin de la journée, ça n'a pas d'importance ce que tu penses. Ce qui compte, c'est ce que le marché pense en termes de positionnement de notre portefeuille. Alors, voyons, le fabricant de Jack Daniels, le PDG de Brown Ford Lawson, Merlin ou Merlin, laissez-moi m'assurer que nous avons le partage vert qui fonctionne. Oui, nous le faisons. Revenons à cela. A déclaré mercredi les provinces canadiennes. Retirer les alcools américains des rayons était pire qu'un tarif et une réponse disproportionnée aux prélèvements imposés par l'administration Trump. Je suis disproportionné. Je ne pense pas que ce soit vraiment à vous de juger ce qui est disproportionné. Ce n'était pas disproportionné selon eux. Et leur pot de compte, ce sont eux qui peuvent choisir de vendre vos produits ou non. Encore une fois, il dit que c'est pire qu'un tarif. Cela enlève littéralement vos ventes et retire complètement nos produits des rayons. Il a ajouté que l'entreprise surveillerait ce qui se passe au Mexique, qui, selon son rapport annuel, représentait 7 de ses ventes pour 2024. Les actions de l'entreprise ont augmenté d'environ 8 après que le fabricant d'alcool a réaffirmé ses prévisions annuelles qui prenaient en compte l'impact des tarifs. Cela n'affecte pas leur prix de l'action, ou du moins pas encore, mais le PDG ne semble pas vraiment enthousiaste à ce sujet. Allons sur Zero Hedge, car il y a quelques articles qui font référence à l'escalade de cette guerre commerciale. Ce qui met vraiment en évidence le point que j'essaye de faire ici, c'est l'incertitude. Et c'est comme si chaque matin, je me réveillais, il y avait plus de nouvelles sur le commerce ou les tarifs, mais je ne sais même pas, comme je ne peux même pas suivre ça, par exemple, en ce moment. Je suis vraiment plongé là-dedans tous les jours et je ne sais même pas où nous en sommes avec les tarifs sur le Canada et le Mexique. Genre, je sais qu'il l'a annoncé et ensuite il a dit qu'ils allaient faire une pause d'un mois. Mais je veux dire, regardez cet article ou ce titre. La Maison-Blanche retarde le tarif automatique sur le Canada et le Mexique d'un mois. D'accord, mais je pensais qu'on avait retardé tous les tarifs d'un mois il y a 2 semaines. Donc, est-ce que c'est un mois en plus de l'autre mois? Et c'est juste pour, vous savez, c'est comme je ne peux pas tout suivre. Et si je ne peux pas tout suivre, devinez ce que le marché en pense. Je veux dire, c'est vraiment fou sur de nombreux niveaux. Quant à ce qui se passe, et au fait, je pensais que Justin Trudeau était parti. Genre, pourquoi ce gars continue-t-il d'aller en Europe pour parler de l'Ukraine ou de Zelensky? Pourquoi est-il encore en train de représenter le Canada? Je pensais qu'il en avait fini. Quand on en a assez de ça, c'est comme partez déjà, bon sang. Oh là là, personne ne veut de toi ici. Genre, même pas ton parti ne veut de toi ici, mec. Pour l'amour du ciel. Filez à l'horizon. Faisons-nous tous une faveur. Revenons à l'art. Oh, c'est la photo de 2019. Mais il représente toujours le Canada parce que je le sais. Il était juste à Londres après que Zelensky ait quitté la Maison-Blanche et il était là avec Macron. Et comme tout le monde, c'est comme un orbiteur bêta. Pour certains, comme une fille sexy. Si vous suivez les trucs de Rollo ou de Rich Cooper, vous savez exactement de quoi je parle. C'est l'un de ces mâles bêta qui tourne juste autour de cette fille sexy, rêvant simplement qu'elle leur accordera un peu d'attention. Il est comme un orbiteur bêta pour l'élite mondiale et le Forum économique mondial. Voici une citation pour Caroline Levitt. Nous allons accorder une exemption d'un mois sur toutes les voitures qui passent par l'USMCA. En ce qui concerne cet accord commercial négocié avec le Canada et le Mexique durant le premier mandat de Trump, des tarifs réciproques entreront en vigueur le 2 avril. Je suppose que c'est selon le Canada, mais comment savons-nous qu'ils ne vont pas retarder cela? Et je veux dire, c'est juste fou. C'est fou. Comme indiqué ci-dessous, l'annonce est venue après que des responsables de l'administration se soient réunis mardi pour discuter de la question avec les dirigeants de Ford, GM et Stellantis. Donc, en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils rencontrent Trump et ils disent, mec, je ne sais pas si tu as bien réfléchi à ça. Genre, merci beaucoup pour la tape dans le dos.
Genre, nous apprécions toute cette rhétorique que vous voulez nous aider et que vous voulez ramener la fabrication aux États-Unis. Et vous voulez nous aider dans notre effort pour rivaliser avec la Chine, le Japon et tous ces autres fabricants de voitures. Nous l'apprécions, mais si vous imposez ce tarif avec le Canada, je suppose que c'est parce qu'une grande partie de leurs pièces vient du Canada. Vous ne comprenez pas ce qui va se passer à court terme. Et nous devinons que ce n'est pas quelque chose que vous aimeriez. Je pense qu'ils ont un peu ça, ce moment où il vient à l'église. Avec Trump, peut-être, peut-être, peut-être. Je veux dire, il faut se poser la question. Si les tarifs étaient si incroyables dès le départ, pourquoi Ford, GM et Stellantis vont-ils voir Trump en disant non, ne fais pas les tarifs? Je veux dire, s'ils les aidaient vraiment, évidemment, ils seraient en faveur. Et si les tarifs sont si géniaux, pourquoi les mettons-nous en pause? Encore une fois, peut-être que c'est juste une tactique de négociation. Ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être. Nous verrons comment cela va se dérouler. Donc, Trump a également accusé Trudeau d'utiliser la question des tarifs pour rester au pouvoir. Je ne sais pas comment la politique fonctionne là-haut, donc je ne devrais probablement même pas en parler. Mais je ne sais pas pourquoi il traîne encore ici. Il n'a pas pu me dire, je suppose que c'est selon Trump, il n'a pas pu me dire quand a lieu l'élection canadienne, ce qui m'a rendu curieux. Ouais, ça fait deux de nous. Que se passe-t-il ici? Donc, je suppose que Trump est dans le même bateau que moi. Il se dit, pourquoi diable, est-ce que je parle encore à ce gars Trudeau? Genre, dégage mon pote. J'ai alors réalisé qu'il essayait d'utiliser cette question pour rester au pouvoir, peut-être de Lutnick. A précisé qu'il y aura des tarifs de 25%. Ce n'est pas le milieu en tant que nombre. Je pense que c'est le milieu en termes de l'USMCA. A suggéré que les articles couverts par l'accord de libre-échange entre les pays recevraient un traitement tarifaire différent. Je veux dire, qui peut suivre, et tu n'as tout simplement pas moyen de suivre ça. C'est ce qui est fou, parce que j'écoutais. J'avais une super conversation et j'écoutais ce que disait Keith Weiner. Keith est un gars incroyablement intelligent qui se trouve juste à sponsoriser cette chaîne pour les prochains mois avec sa société Monetary Metals. Je vous en dirai plus à leur sujet dans de futures vidéos, mais il parlait de la dernière série de tarifs que Trump avait pendant sa présidence précédente, comment il y avait environ 57 000 demandes d'exemption, pas d'autres pays pour les États-Unis, et comment ils accordaient certaines de ces exemptions, mais il faut passer par 57 000 d'entre elles, et qui penses-tu qui en bénéficient, qui reçoivent le soulagement? Ce sont les gens qui sont les gros donateurs. Ce sont les gens qui ont aidé Trump à arriver là où il était, tu sais, en ce qui concerne la présidence. C'est le genre de truc où tu me grattes le dos, je te gratte le tien. C'est en gros des faveurs politiques et je comprends. Il fait des choses géniales avec Doge et tout ça. Mais à la fin de la journée, quand tu prends le contrôle du gouvernement fédéral et que tu l'étends à ce point, tu dois supposer qu'il va y avoir des faveurs. Et cela pourrait créer une distorsion économique. Je veux dire, rappelons-nous pourquoi nous avons supprimé les tarifs au départ. Je pense que la plupart des gens n'ont probablement pas fait de recherche là-dessus. Donc, c'est vrai qu'avant l'impôt sur le revenu, nous financions le gouvernement fédéral avec des tarifs. Mais la raison pour laquelle, à l'époque, je ne dis pas que c'était une bonne idée. Je te donne juste la raison. La raison pour laquelle le public était si déterminé à passer des tarifs à un impôt sur le revenu, c'était à cause de toute la corruption dans le gouvernement central qui était créé par ces tarifs parce qu'ils changeaient, disons, chaque année. Et ensuite, tu aurais tous les lobbyistes, tu aurais tous les groupes spéciaux qui viendraient et ils essaient de, tu sais, juste comme en DC. Et donc, beaucoup de la politique économique de l'époque, en ce qui concerne ces tarifs, cela n'avait vraiment rien à voir avec ce qui était un bénéfice net pour la société. C'était, ou ce qui était juste, était moralement correct. C'était plutôt juste le marais, juste le, tu sais, comment vais-je être élu? Comment vais-je gagner du pouvoir? Et alors, quelle faveur dois-je à la société X, Y, Z? Donc, nous devons juste réaliser cela. C'est tout. Et je ne dis pas que cela va se reproduire. Nous devons réaliser que c'est pour ça que nous avons abandonné les tarifs au départ. Et il y a une forte, très forte possibilité que si tu obtiens des tarifs, surtout à ce degré, maintenant, espérons que nous ne les aurons pas. Espérons que ce soit un excellent outil de négociation. Mais s'ils sont mis en œuvre, mon Dieu, Doge va avoir beaucoup de coupes à faire pour compenser. Tout le gouvernement fédéral supplémentaire
Et en gros, échanger des faveurs d'un côté et de l'autre, cela se produira en raison du fait de choisir des gagnants et des perdants. Et donc le Canada a répondu aux États-Unis tarifs en annonçant un surtaxe initial de 30 milliards de dollars sur une variété de produits américains, des biens du jus d'orange aux motos. Le plan est d'imposer une surtaxe de 25 sur 125 milliards de dollars canadiens de biens. 3 semaines plus tard, si les tarifs américains, les tarifs restent en place, je veux dire, c'est juste un match de piste, juste un coup pour coup, aller-retour. À la fin de la journée, j'ai posé la question hier, est-ce que c'est vraiment une question de politique économique ou est-ce une question d'ego? Et je comprends qu'il y a un grand pourcentage du public qui est super pro-Trump et super pro-tarif, mais je vous encouragerai, parce que vous connaissez les arguments positifs en faveur des tarifs, je n'ai pas besoin de le répéter, mais je vous encouragerai fortement à considérer le fait qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a que des compromis et en équilibre net. Oui, les tarifs peuvent être bénéfiques. Ce n'est pas mon avis, mais je reconnais qu'il y a un bon argument pour cela. Mais vous devez reconnaître le fait qu'il y a des compromis. Vous devez reconnaître le fait qu'il y a des coûts. Ce ne sont pas que des avantages. Et vous devez être conscient de ces coûts potentiels pour faire une analyse correcte en réaction aux États-Unis concernant les tarifs. Trudeau a déclaré qu'il doute que le fentanyl soit le problème et suggère plutôt que Trump les utilise pour provoquer un effondrement de l'économie canadienne. Je ne sais pas, je ne vais pas commenter là-dessus, mais je dirais qu'en fin de compte, nous avons un problème de fentanyl. Ce n'est pas seulement dû à une seule raison, n'est-ce pas? La raison pour laquelle nous avons un problème de fentanyl n'est pas uniquement parce qu'il entre par la frontière. Nous avons aussi un problème de fentanyl parce que des gens choisissent de l'utiliser. Si personne ne choisissait d'utiliser du fentanyl, nous n'aurions pas de problème de fentanyl. Cela ne viendrait pas de l'autre côté de la frontière. Je ne dis pas que toute la responsabilité de la consommation de fentanyl incombe aux citoyens américains, mais il faut en attribuer une part de responsabilité. Et une partie de la responsabilité revient aux personnes qui utilisent réellement la drogue, tout comme il faut mettre une partie de la responsabilité d'un meurtre sur quelqu'un qui tire réellement avec l'arme, plutôt que sur le fait que l'arme soit accessible. Pour commencer, il va y avoir beaucoup de conséquences inattendues si ces choses se réalisent. Il va y avoir des effets d'entraînement, il va y avoir des choses qui vont surgir et que personne n'aurait pu prévoir, et même si ce n'est qu'une tactique de négociation. Il faut comprendre que le marché les perçoive comme négatifs, même si vous pensez qu'ils sont très positifs dans l'ensemble. Et vous pouvez le voir juste ici, avec le Dow en hausse de presque 500 points, le Nasdaq en hausse d'environ 1,46%. Et regardez les rendements obligataires, c'est la vérité, mon pote. Les obligations sont en forte hausse. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des nouvelles qui sont sorties, vous savez, où ces tarifs sont retardés, où ils pourraient être moins extrêmes que ce que nous pensions. Et chaque fois que vous entendez des nouvelles selon lesquelles il pourrait y avoir moins de tarifs ou qu'ils pourraient ne pas être appliqués ou qu'ils sont retardés, le marché réagit de manière très positive. Dit autrement, ce grand mouvement à la baisse que nous avons observé dans les obligations à 10 ans était très probablement le résultat des tarifs. Alors, à la fin de la journée, tout tourne autour des attentes en matière d'inflation et de croissance. Mais pourquoi les attentes en matière de croissance et d'inflation étaient-elles en baisse? Je pense que c'est à cause de l'économie sous-jacente, mais aussi parce que les personnes qui achètent le long de la courbe, ces grandes méga-banques, fonds spéculatifs et fonds de pension regardent les tarifs comme si cela allait aggraver les problèmes que nous avons déjà dans l'économie, du moins à court terme. Et c'est pourquoi vous voyez cette grande baisse des obligations à 10 ans. Et c'est à ce moment-là que vous obtenez un petit répit par rapport aux attentes concernant les tarifs. Alors, vous voyez le rendement obligataire augmenter. Et puis, vous voyez aussi le marché boursier, le S&P 500, le Dow et le Nasdaq montent aussi. Et j'imagine que vous allez voir le crypto monter aujourd'hui. Oui, voilà. Et vous avez le Bitcoin qui est en forte hausse. Je sais qu'il y avait, je pense, d'autres nouvelles concernant la réserve de Bitcoin. Mais je pense que beaucoup de cela est juste un peu de prise de risque en raison du fait qu'il y avait moins de rhétorique aujourd'hui autour de l'implémentation des tarifs. Et donc, les gens ont pris cela comme si la probabilité avait légèrement diminué. Et ils arrivent probablement à cette conclusion à cause de ces retards que, franchement, je n'arrive pas à comprendre.
Et en ce qui concerne les données économiques que je voulais aborder, un élément clé ici est le prix du pétrole. Alors, ça n'a pas augmenté aujourd'hui, ce que j'aurais pensé, étant donné que tout le reste était un peu plus positif et c'est toujours en baisse de presque 3%. Donc, je sais qu'une grande partie de cette baisse est due à la demande. C'est un grand signal d'alarme pour des raisons évidentes. Mais ensuite, nous voyons cela. Un grand mouvement passant, disons, des hauts 70 à où il en est aujourd'hui, autour de 66, est probablement dû au fait que l'OPEP+, réduit ses coupes de production. Mais ensuite, vous devez vous demander pourquoi produisent-ils plus, n'est-ce pas? Pourquoi réduisent-ils les coupes de production qui étaient presque à des niveaux historiques? Ils étaient à des niveaux de crise financière mondiale et la raison est qu'ils ont besoin de plus de revenus et ces coupes de production n'ont pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et parce que bien sûr, vous réduisez l'offre, mais vous faites cela en même temps que la demande diminue. Et si la demande diminue plus que l'offre, le prix va quand même continuer à baisser. Et donc, il continue. D'accord, coupe de l'offre, coupe de l'offre, coupe de l'offre, essayant de le faire monter à 80 ou 90 pour générer ces revenus. Et enfin, ils se disent, d'accord, ça ne fonctionne pas du tout parce que le côté demande de l'équation s'effondre. Et donc, pour obtenir les revenus dont nous avons besoin, parce que les économies artistiques ne vont pas si bien, nous devons juste vendre plus. Salut les gars, je voudrais personnellement inviter chacun d'entre vous à assister au Rebelle Capitaliste Live de cette année. C'est la conférence incroyable que j'organise chaque année. Cela vous aide à construire un portefeuille à toute épreuve. Cela vous aide à augmenter votre liberté personnelle et votre autonomie. Et cela vous aide également à agrandir votre réseau. En d'autres termes, vous aurez l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes partageant les mêmes idées, d'autres capitalistes rebelles. C'est à Orlando, le 3 mai jusqu'au 25. Parmi les intervenants passés, on a eu des personnes comme Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn Alden, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, pour obtenir vos billets le plus vite possible et pour découvrir qui parle à Rebel Capitalist Live cette année, vous pouvez consulter le site rebelcapitalistlive.com. Et juste une petite info en avant-première, si vous prenez vos billets plus tôt que tard, vous pouvez bénéficier d'une réduction parce qu'à mesure que nous nous rapprochons de l'événement, les prix des billets augmentent. Alors, n'attendez pas. Allez sur rebelcapitalistlive.com dès maintenant et prenez vos billets et je vous verrai à Orlando du 23 au 25 mai